auront des bobos partout, en auront pour leur compte et leurs frais. Mais est-ce que Bouni-Yahi, lui, peut prendre le risque de passer à nouveau en force, de passer par ordonnance, par exemple? C'est le dernier budget du quinquennat. Non, mais moi, je pense qu'il n'a pas intérêt à prendre ce risque-là. Mais au-delà, ce sera même pas une question de risque. Le problème, c'est que si on le contraint à passer par l'ordonnance, il va le faire. Maintenant, tout ce qu'il peut faire, pour le moment, je l'ai dit tantôt, c'est rester dans la mesure. Il faut que le budget qui va être proposé bientôt tienne compte de ce que on a, c'est-à-dire de la façon dont on a exécuté le budget qui est pratiquement à son terme maintenant. Je pense que c'est le plus important. Il faut éviter d'aller dans la mesure. Les chiffres qu'il faut rêver, les chiffres qu'on célèbre, je pense que ce n'est pas de cela qu'on a besoin parce que ces chiffres-là ont montré un peu leurs limites. Il faut maintenant qu'on soit un peu plus objectif dans les choix. Oui, qu'est-ce que vous attendez concrètement, ce que Sassa Gbagui dit, du gouvernement, du ministre des Finances en particulier, ou celui d'État chargé du plan? Qu'est-ce qu'il devrait faire à l'État? C'est simple, c'est bien, il faut que l'État soit ambitieux, c'est une bonne chose, mais c'est d'adapter l'ambition à nos moyens. C'est ce qu'on attend simplement, on n'a rien à apprendre à ceux-là, parce qu'ils sont très expérimentés, mais simplement d'adapter les moyens, donc l'ambition aux moyens, parce que vous savez, il y a eu la chute dans l'exécution du budget. Le gouvernement est confronté à des problèmes, comme par exemple la chute des recettes douanières, tout le monde en sait. Il y a la dégradation du déficit du budget global. Il y a aussi la réduction du financement extérieur. La dernière fois, le ministre des Finances a parlé de 396 milliards de CFA. Vous voyez un peu. Donc il y a tous ces problèmes de financement extérieur. Donc il y a la réduction de tout ça. Donc il faut tenir compte de ces éléments pour élaborer le budget. Vous avez tantôt demandé le budget, c'est d'abord l'ensemble des prévisions en recettes et en dépenses pour le fonctionnement de l'État. Ce ne sont que des prévisions. Oui, mais c'est parce que c'est des prévisions qu'il faut rester dans les normes. Parce que lorsque vous... sur la base de calcul précis. Lorsque vous dites par exemple 1300 milliards, et finalement... Il n'est pas interdit que certaines prévisions deviennent secrétées. Non, ce n'est pas pour ça qu'il faut dire 10 000 milliards. Ce n'est pas parce que c'est prévision qu'il faut décréter les prévisions. Non, il faut tenir compte de certains éléments. Parce que lorsque vous dites 1300 milliards, et ensuite vous êtes contraint de revenir... 46 milliards. 46 milliards. Vous êtes contraint de revenir à 800 milliards ou à 500 milliards. Ça veut dire qu'à ce niveau, même au niveau même de l'élaboration du budget, il y a problème. Je comprends, c'est l'ambition, c'est bien d'avoir un État ambitieux, l'émergence. Mais l'émergence ne peut se décréter dans l'illusion. Il faut tenir compte des réalités. J'ai donné des exemples. La crise économique et surtout la baisse des recettes fiscales. Il faut tenir compte de tout ça pour élaborer un budget qui va tenir compte réaliste. Parce que ce qu'on a eu là, c'est les 1300 milliards se sont révélés finalement un budget fiction. Un budget fiction. C'est pour ça maintenant qu'il faut avoir les pieds sur terre et proposer quelque chose de très bien aux députés pour qu'on voit, pour qu'on essaie de voir maintenant. Parlons-en, invétéré pour certains. Est-ce que ça peut passer? Est-ce que simplement, dans vos rêves les plus fous, vous pensez que l'opposition parlementaire qui est très largement majoritaire aujourd'hui peut faire passer le budget de Bouni-Yahi, quel que soit ce qu'il met là-dedans d'ailleurs? Bon, vous avez parlé du rêve, mais je pense que si le gouvernement ne tient pas compte des recommandations des députés, ça ne passera pas. On sera obligé de recourir encore à l'ordonnance. Mais si les calculs politiques viennent à empêcher les députés d'adopter le budget, même s'il était réaliste, je crois que la population sera là pour juger et comprendre que malgré tous les efforts qui ont été faits du côté du gouvernement, les députés n'ont pas voulu faire passer ce budget parce qu'on a voulu marquer un coup sur le plan politique. Il ne faut pas oublier cet aspect. Parce que vous étiez en train de dire tout à l'heure que vous imaginez mal peut-être voir l'opposition parlementaire adopter le budget, quel que soit ce qu'il y aura à l'intérieur. Je n'ai pas dit ça. Bon, c'est ce que vous avez un tout petit peu fait allusion à cela, mais je pense que si, dans les calculs extrêmement politiques, on en arrive à bloquer un budget qui a été quand même réaliste et acceptable, l'opinion publique est là pour juger et savoir qu'à ce niveau, on n'a pas voulu jouer le franc jeu tout simplement. On voudrait taux de croissance à 2 chiffres, il y a eu la crise économique et financière internationale. Entre-temps, est-ce que le gouvernement est contraint de remiser, d'enterrer les ambitions du début? Est-ce que tout ça est en train de devenir rêve déluré, complètement déluré? Ce pays a eu cette phrase, il a parlé de budget en termes de tissage de l'illusoire, à l'inachevé et au deuil de nos espérances. On a annoncé effectivement un taux de croissance à 2 chiffres, l'émergence, tout simplement. Mais il n'y a que ces ambitions, somme toute nobles,
Il faut toujours rêver, il faut être ambitieux. Mais ces ambitions se sont heurtées un peu à certains facteurs exogènes, la crise économique internationale. Vous avez parlé et souligné tout à l'heure la baisse de l'aide étrangère, la contribution de nos partenaires. Ouais, des pays, la France et l'Allemagne, qui sont déficitaires, dont les budgets sont déficitaires, mais dont nous attendons de l'aide. Donc nous attendons qu'ils accompagnent notre budget et comptant même sur cet espoir-là, nous gonflons nos budgets. Nous rêvons au-delà de nos moyens, nous voulons vivre au-dessus. Et quelquefois le nos réveil moyens, est brutal. Et le réveil est brutal. Souvenez-vous, le budget en cours, exécuté par ordonnance, il y a eu beaucoup de chiffres, il y a eu beaucoup de tergiversations autour à l'Assemblée nationale. On a envoyé tantôt un chiffre à l'Assemblée et puis un autre chiffre s'est retrouvé sur la table des bailleurs de fonds et vice-versa. Finalement, le gouvernement est revenu et puis on a refait les choses, on a ajusté. Si on envoie encore un projet de budget à l'Assemblée nationale et que les députés constatent par exemple que les prévisions qui ont été faites ne sont pas conformes aux réalités du pays en ce moment et que ça ne répond pas aux aspirations du peuple, moi je ne les vois pas voter. Par contre, et ce qui est tout à fait normal, si on voit que bon, voilà, ce budget est tout à fait réaliste, comme le disons, et que nous avons tenu compte des réalités du moment, des obligations que nous avons, et de la nécessité de répondre à un certain nombre de problèmes sur le plan social, ils doivent le voter. Mais il y a que depuis un moment, dans notre pays, il y a certains mécanismes qui ont disparu. Le 12e provisoire, moi, je n'en ai jamais entendu parler depuis l'avènement du gouvernement de changement. Je n'ai jamais entendu parler de relecture d'un projet de loi de finances, mais on va directement à l'ordonnance quand le vote n'a pas lieu à l'Assemblée nationale. Donc, je pense qu'il faudrait que l'on soit réaliste. Il ne faut pas qu'on gonfle un budget juste pour le plaisir de montrer que, voilà, on a fait un exploit. Ouais. Certes, il faut évoluer, mais il faut rêver, mais rêvons à la limite de nos moyens. Rêvons en tenant compte de nos moyens. Ça, c'est rien. Oui, vous avez parlé d'émergence, vous avez parlé de rêve. Je disais tantôt, le rêve, d'accord, il faut rêver, mais André l'a dit, il faut rester dans la mesure de ses possibilités, parce qu'on parle du pouvoir là, on ne parle pas d'un individu, et le pouvoir ne doit pas se permettre de trop rêver, parce qu'à vouloir trop rêver, on risque de verser dans la démagogie. D'accord, très bien. Et puis, en temps, nous avons offert des obsèques de première classe à la filière coton. Hein. On n'en parle déjà plus. Et puis, l'escodification, etc. Donc, quand on met tout ça bout à bout, déjà dans la région du Mono-Koufo, on peut comprendre. Le coton, ça n'existe pratiquement plus. Alors qu'avant, on produisait dans ce faut tenir compte de ça aussi dans le budget. Voilà. Nous votons plus de 1000 milliards, mais dans la réalité, on n'exécute pas 1000 milliards. On exécute beaucoup moins que 1000 milliards dans la réalité. Merci à vous tous, mais avant de partir, je voudrais qu'on marque un arrêt, qu'on rende hommage à notre confrère Christian Tchiakoué, qui s'en est allé samedi dernier à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu de Tangueta. Christian Tchiakoué, nos téléspectateurs le connaissent plutôt bien. Et il a officié longtemps sur Radio Planète à Cotonou. Et ensuite, il est passé attaché de presse du ministre de la Santé. C'est quelqu'un de très affable, quelqu'un de très ouvert, de simple. Et profondément simple. Surtout sérieux, en fait. Sérieux. C'est quelqu'un de très sérieux. C'est ce qu'on retiendra. Donc, condoléances à sa famille professionnelle, biologique. Le grand frère Arona Seydou, on allait pouvoir regarder plus sereinement l'avenir quand celui de Laurent Montio est venu. Et puis, la semaine qui a décidé d'être décidément noire pour nous s'achève avec Christian Tchiakoué et puis le papa de l'une de nos collègues ici, Ouliad Sanoussi. Pour ce qui concerne Tchiakoué, c'est une grosse perte pour la presse béninoise. Vous savez, c'est un des journalistes les plus connus, les plus utiles, les plus efficaces de notre pays. C'est un monsieur à qui nous devons beaucoup de respect. Oui, mais c'est pas, je veux dire que ce que nous faisons ce matin, c'est pas ce que les gens appellent hommage à titre posthume avec le bibelot qu'on tient par cœur. C'est pas du tout la dernière fois que je l'ai vu. Je pense que pour ceux qui connaissent, c'est devant chez nous là que je l'ai vu. Il était déjà américain, il faut dire qu'il a beaucoup souffert. Il a beaucoup souffert. Et maintenant, 10 jours à peu près avant l'annonce de la nouvelle de son décès, pardon, il m'a appelé, il m'a dit qu'il avait commencé par manger et que tout allait bien, il décrochait désormais son portable et qu'il s'apprêtait à nous rejoindre.
malheureusement, personnel, le retour, c'était- on joint nos voix à celles de l'UPMB et du CNPA pour présenter nos condoléances à sa famille, aux professionnels des médias. On regrettera vraiment Ce sera difficile. C'était lui, Rompu à la tâche, c'était lui, présent sur très bien, terrain. c'était lui le syndicaliste des journalistes Ce hein, sera sur les lieux de difficile. reportage. Tout à fait. C'était lui qui défendait nos intérêts. Il va nous manquer, ce sera c'est difficile un homme de de conviction. trouver nos mots et de trouver la transition. Un homme de conviction. Vraiment. Et de trouver nos mots et notre transition. Après ça, après une nouvelle aussi triste que celle-là, mais nous allons essayer, nous allons ensemble accueillir le diplomate maison, c'est Heribert Abel Adjovi. Institut supérieur des métiers de l'audiovisuel ISMA. L'ISMA, votre institut supérieur des métiers de l'audiovisuel, premier campus africain de l'image et du son, situé à Cotonou au Bénin, en partenariat avec l'EICAR Paris et l'IFP, l'Institut français de presse de la prestigieuse Université Paris 2 Panthéon-Assas, répond à vos exigences de qualité et de haute qualification professionnelle avec son matériel de dernière génération, ses enseignants qualifiés et son cadre somptueux. Devenez journaliste audiovisuel, réalisateur télévision et cinéma ou technicien supérieur des métiers de l'audiovisuel en vous inscrivant dès maintenant pour ces formations diplômantes au grade de brevet de technicien supérieur BTS, diplôme universitaire de technologie DUT en audiovisuel, Bac plus 2, licence professionnelle Bac plus 3, master professionnel Bac plus 5. Pour tout renseignement, appelez le 00229 97 27 49 49, le 00229 95 49 11 11 ou consultez le site web www.isma-benin.org. L'audiovisuel, un métier d'avenir. Institut supérieur des métiers de l'audiovisuel ISMA. Heribert Abel Adjovi, des nouvelles d'un ancien reporter sportif reconverti qui est devenu ministre des Affaires étrangères. Bonjour. Bonjour Winner ABC, chers téléspectateurs, bonjour. Il doit avoir signé un pacte avec le succès. Lors de l'examen du projet de budget de l'État exercice 2010, les députés à l'Assemblée nationale du Bénin ont unanimement plaidé pour une augmentation du projet de budget présenté par le ministre des Affaires étrangères, Jean-Marie Erouzou. Un geste d'autant plus surprenant que les élus du peuple, tous bords confondus, ont rejeté la quasi-totalité des budgets des autres ministères. Cette opinion favorable des élus du peuple quant à la gestion du ministre Jean-Marie Erouzou à la tête de la diplomatie béninoise se vérifie dans les faits et on y revient ce matin, 2 ans après sa nomination. Son premier chantier en tant que patron de la diplomatie béninoise fut l'élaboration d'un nouvel organigramme pour le ministère des Affaires étrangères. Son adoption en Conseil des ministres a rendu possible la création d'un poste de conseiller technique à la diaspora. Si ce poste a été créé, malgré l'existence d'une agence nationale des Béninois de l'extérieur, c'est parce que le ministre